École privée, école publique, depuis 10 ans, tout était gelé au Québec par un moratoire. Or, en un an, le ministre de l'Éducation, Claude Ryan, vient d'accorder 3 permis à de nouvelles écoles privées. Le vieux débat reprend de plus belle. Certains accusent le gouvernement de favoriser le privé au détriment du public. Rappelons ici qu'au secondaire, le Québec consacre 8 de son budget d'éducation au secteur privé, qui accueille 18 des élèves du secondaire. Demain, toute l'émission sera consacrée à une table ronde sur l'école privée et l'école publique. Mais ce soir, nous voulons vous présenter un reportage sur la première école privée fondée au Québec après la levée du moratoire. Une école aussi catholique que le pape qui lui a donné son nom, l'école Jean-Paul II de Bécomo. Gardez tous les professeurs qui passeront dans cette classe, tous les étudiants. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui distingue l'école Jean-Paul II de Bécomo des autres écoles, c'est son orientation religieuse. Chaque matin, les cours commencent par une prière de 15 minutes. C'est la première école privée à ouvrir ses portes au Québec depuis 10 ans. Les élèves vivent l'expérience depuis 8 mois, à la satisfaction des parents. On sait qu'aujourd'hui, on a beau essayer d'inculquer des valeurs, puis on a beau être pratiquant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour, les jeunes, ce qu'ils entendent, ce qu'ils peuvent vivre. Je me dis, si on a le support de l'école, ça aide aussi. Puis ça sécurise, on pourrait dire, les parents aussi. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Il y a une chose qu'on peut dire au niveau de la question de religion, c'est qu'on est sûr d'une chose, qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde. Tous les professeurs qui sont là. Contrairement à ce qu'on a dans le public, ça part de telle idée, aller jusqu'à telle autre idée. Tu as toute une diversité là, de pensée là, entre les professeurs. Mais là, au moins, la religion, ça a quelque chose de bon dans ce sens-là. Pour moi, là, quelque chose de bon, on est sûr qu'ils sont tous égales sur ce côté-là. Ils pensent toutes la même chose. Déjà, ça fait partie de l'encadrement. Est-ce que vous étiez insatisfait justement de l'enseignement religieux qu'il y avait à l'école publique? Je peux pas dire qu'on était insatisfait, mais on n'entendait pas plus parler que d'une autre matière. C'était une matière parmi toutes les autres. Comme monsieur et madame Paquette, la famille Bergeron et la famille Barbeau sont parmi les 180 parents qui ont choisi l'école privée pour leur enfant, sachant que cette décision exigerait certains sacrifices. En plus des frais de scolarité et d'inscription de 1 500 $, les parents ont dû consacrer plusieurs heures bénévolement à la rénovation de l'école. C'est Paul Sabourin, parent et avocat connu de Bécomo, qui a su tirer les ficelles pour obtenir l'appui des autorités religieuses et politiques. Il a été l'instigateur et un des principaux organisateurs du projet. Est-ce que ça aurait été possible de créer ce modèle-là dans le secteur public? C'est absolument impossible, monsieur, parce que il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le secteur public n'est pas un secteur qui respecte les opinions de chacun. Et sous couvert de libéralisme, c'est l'anti-liberté, en ce sens qu'on veut imposer faussement le neutralisme, alors que les individus ne sont pas neutres dans la vie. Les individus ont le droit de s'exprimer, ont le droit de penser et ont le droit que leurs enfants héritent de leurs convictions, de ce qui leur ont permis de prospérer, de s'épanouir dans la vie. Oui, il nous reste encore quelques places. La direction et l'orientation pédagogique de l'école a été confiée aux frères de l'instruction chrétienne. Avant d'être nommé directeur de l'école Jean-Paul II, le frère Gabriel Gélina enseignait à une école privée de cette île. Bien, c'est dès que j'ai eu à prendre la parole, le 4 avril dernier, à une conférence de presse, lorsque les gens de Bécomo ont présenté le directeur de l'école, ce que j'ai mis clairement, c'était ça, justement, que la première valeur qu'on voulait vivre dans cette école-là, c'était d'aider un jeune à faire grandir sa foi. J'ai toujours mis ça en premier, toujours en laissant sous-entendre que, par exemple, ça n'enlevait absolument rien aux mathématiques, aux français, comme il disait tantôt. L'école Jean-Paul II n'aurait jamais ouvert ses portes en septembre si les parents n'avaient accepté d'en faire un véritable projet collectif. En 3 mois, on a recueilli 300 000 $ pour rénover une école primaire en partie désaffectée qu'ils ont trouvée dans un piteux état. 2 semaines seulement avant la rentrée scolaire, le président du conseil d'administration, Paul Brisson,
lançait un dernier appel à la corvée. On a besoin de bras. On a besoin de vous autres. Plusieurs parents qui étaient également commerçants ont fourni des matériaux au prix coûtant. Les autres, qu'ils soient médecins, avocats ou bien ouvriers spécialisés, aidés de leurs enfants, ont travaillé sans relâche pour terminer les travaux à temps pour la rentrée. L'école a ouvert ses portes en septembre, comme il était prévu. Mais l'inauguration officielle a eu lieu en mai, en présence d'invités de marque. Pour les parents, l'orientation religieuse et morale de l'école n'était pas leur première motivation. Ils parlent plus souvent d'excellence et d'encadrement. Si au public qui réussit quand même à avoir des bonnes notes, mais je pense d'une école privée, si au public il y avait du 80, s'il est capable d'aller chez du 90, pourquoi qu'on le ferait pas? Ça fait que l'encadrement, je pense que ça permet à un élève d'avoir des meilleures notes. Ils sont plus suivis, ils ont plus d'ouvrages. On sait en tout temps là, à quel endroit ils sont. Si on va à l'école, si on parle de mon garçon, dit Patrice, ben, ils savent qu'est-ce que c'est. Si je vais à l'école publique, je suis obligé d'emmener une photographie. Sinon, même encore avec une photographie, ils ont de la misère à le retracer. Comme le directeur nous disait, quand on a eu des conférences au début d'école privée pour savoir comment ça fonctionnerait, et ainsi de suite. Alors, il nous a dit que ça marcherait en triangle, les parents, les élèves et les professeurs. Alors, il faut marcher la main dans la main. Ils t'appellent aussi bien pour te féliciter, parce que ton enfant va bien, que ton enfant fonctionne bien, qu'ils vont t'appeler pour t'avertir que ton enfant, ça fonctionne plus. Alors ça, ce n'est pas possible dans un milieu neutraliste qui est l'exercice de la médiocrité qui se résume comme suit. Le meilleur des pas bons et le moins bon des meilleurs. Moi, je suis pour qu'on permette à la parabole des talents de s'exercer le maximum de ce que chacun peut donner et ne pas oublier cette phrase de Terre des Hommes, ne pas permettre Mozart assassiné. C'est bon dans les sports, c'est bon dans l'éducation. D'abord, dans un premier temps, je pense que c'est une responsabilité auquel il faut habituer le jeune si on lui fait tout faire à l'école. Études, devoirs, leçons, il se produit deux choses. Lorsqu'ils arrivent au cégep, ils ne garderont pas au cégep pour étudier. Il n'y aura pas pris peut-être d'habitude d'études, justement. Et dans un deuxième temps, moi, je trouve ça heureux qu'on ait les parents impliqués là-dedans. Au début, travailler 1 heure, 1 heure et demie d'un devoir, c'était vraiment, tu sais, on faisait tough, là. Je n'étais pas habitué. Des fois, on avait un devoir à l'école publique. Tandis que là, je suis habitué. Je pense, ben qu'on poursuive, là, après le secondaire, ben, il va falloir travailler. Il n'y a pas seulement de l'instruction, il y a l'éducation à l'école publique. Ils apprennent à respecter leurs compagnons, à se respecter entre eux, même les professeurs, c'est tout. Chaque étudiant va avoir un bureau qui va lui être assigné, et ce bureau-là, il en est responsable jusqu'au mois de juin. On ne change pas de place comme on veut, c'est le titulaire de la classe qui indique la place. Alors, si au mois de juin, on se retrouve avec un beau cœur, une flèche gravée dans le bureau, bien, je dis à l'étudiant et l'étudiante, félicitations, tu viens de gagner un bureau. Au mois de juin, tu t'en vas chez vous, ton bureau en dessous du bras, tu vas dans ta chambre, puis 2 jours après, il y a une facture de 65$ à aller chez vous, parce que c'est ça que ça nous coûte. Puis disons, en plus, disons, il y a une discipline, disons, qui est observée, qui est surveillée. Interdiction. Le pantalon, la jupe, le blouson de Denain, du jean, et tout vêtement similaire, ou les tendances de jean, ainsi que le survêtement, le short, les bermudas, la mini-jupe ne sont jamais autorisés à l'école. Bon, ils ont un test tous les jours à faire. Et puis, en plus, à chaque étape, il y a une remise d'une fiche d'excellence. C'est basé sur un système de points, là. Alors, ils peuvent accumuler des points pour la politesse, la discipline, sur toutes sortes de facteurs. Alors, ça motive les jeunes parce qu'ils travaillent pour pouvoir avoir cette fameuse fiche-là. Et puis, même à l'école, ils sont surpris de la façon dont les jeunes ont pris ça, là, puis qui ont été motivés par ça, finalement. Finalement, ça ne prend pas grand-chose, comme on dit, c'est un petit bout de carton, mais qui finalement motive le jeune à vouloir l'avoir, donc à se surpasser, puis à faire ses devoirs, ses leçons, pour pouvoir avoir au moins des bonnes notes. Ils prennent plus de temps pour t'expliquer. Si tu comprends pas, ils disent « viens sur l'heure du midi ». Ils prennent plus de temps que... Si tu ne comprenais pas là, au secondaire public, c'est bien de valeur, mais il fallait que tu t'organises pour comprendre.
On paye, là, je sais qu'on donne des certains montants, mais s'il y a un professeur qui ne fonctionne pas une année, on sait que l'année d'après, on ne la reverra plus. Tandis qu'au public, ben, il est pris avec des conventions collectives, ils sont pris avec des syndicats. Veut pas, ben, ils sont protégés. Puis ils restent là. Les personnes qui ont été choisies pour enseigner à l'école privée ont dû faire une profession de foi. C'est une homélie du pape Jean-Paul II prononcée à Saint-Jean de Terre-Neuve qui est la principale source d'inspiration de l'orientation religieuse de l'école. Les 12 enseignants ont été recrutés dans les secteurs publics et privés. Ils ne sont pas syndiqués. Certains d'entre eux ont même choisi d'abandonner leur sécurité d'emploi pour enseigner à cette école. La position claire de dire c'est une école catholique, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi je suis mal à l'aise. Avec ma famille, j'essaie de vivre Jésus-Christ, mais je suis mal à l'aise en parlant de mon travail. Je fais rire de moi, je me fais tourner en ridicule. J'aime ça lutter, j'ai lutté pendant 5 ans, 10 ans, mais là, il y a peut-être moyen de trouver d'autres choses où, au lieu d'avoir à lutter, d'avoir à affronter mon confrère qui n'est pas croyant ou qui ne pratique pas la même chose que moi, je vais avoir quelqu'un avec qui on semble être d'accord. Ça a joué dans un bon nombre de cas. La clarté du projet. Ça a une saveur, ça, Jésus-Christ. La parole de Dieu, moi, elle a une saveur, elle va toujours en avoir une. L'école privée est assujettie au même programme pédagogique que l'école publique. Les élèves seront soumis aux mêmes examens du ministère de l'Éducation. L'implantation d'une école privée à Bécomo a suscité une vive controverse et a provoqué plus d'un affrontement avec les responsables de l'école publique. Dans tout le dossier, depuis qu'on le travaille, il n'y a seulement qu'un organisme qui s'est pointé contre l'école privée, et c'est la commission scolaire. C'est notre commission scolaire. C'est elle, d'ailleurs, qui retarde actuellement les décisions qui ne pourront pas faire autrement que se prendre au niveau du transport. Finalement, les problèmes de transport scolaire ont été réglés par le ministre de l'Éducation, M. Claude Ryan, à la veille de la rentrée scolaire. Mais la création de l'école privée à Bécomo a eu un impact réel sur la région. On évalue à 250 le nombre d'élèves qui seront inscrits à l'école privée de Bécomo d'ici à 4 ans. L'école de l'Estuaire devra fermer ses portes l'an prochain et des enseignants seront mis en disponibilité. La baisse de la clientèle au profit de l'école privée cette année représente une perte de 400 000 $ pour la commission scolaire. Mais les pertes ne se calculent pas seulement en termes d'argent, comme le souligne Gérard Savard, qui est responsable des services pédagogiques de la commission scolaire Manicouagan. Si jamais on sélectionne une clientèle là, qui est plus pourvue sur le plan intellectuel, puis qu'on vient nous écrémer notre clientèle, ben, c'est évident que sur le plan pédagogique, je me dis ça a un impact. Sur le plan pédagogique, cette clientèle-là, je me dis, elle nous coûte pas cher, nous autres, quand elle est chez nous à la commission scolaire. On en place 30, 32 par classe au secondaire, puis avec ces élèves-là, on n'a pas de problème. On n'a pas besoin de psychologues avec ces élèves-là, on n'a pas besoin de travailleurs sociaux avec ces élèves-là. Ils fonctionnent bien, ces élèves-là, puis ils donnent un dynamisme à l'école. Je me dis, ces élèves-là ne nous créent pas de problème, puis ces élèves-là, par exemple, génèrent des revenus à la commission. Ces élèves-là ne dépensent peu d'argent, mais par contre, génèrent des revenus à la commission scolaire. Si je dis c'est un 400 000 dans l'opération courante, bien, ce 400 000 $-là, si on n'en met pas beaucoup de ce 400 000 $ auprès de ces 250 élèves-là, c'est évident que des élèves plus démunis vont en profiter. Des élèves plus démunis qui demandent plus de matériel didactique, qui demandent des ressources supplémentaires en termes d'éducateurs spécialisés, qui demandent des psychologues, qui demandent des psychoéducateurs. L'école publique a des obligations que l'école privée n'a pas. Par exemple, elle ne peut pas sélectionner sa clientèle et doit offrir toute une gamme de services afin de satisfaire l'ensemble de la population. Comme d'autres écoles, la polyvalente des Rives doit louer ses installations au service des loisirs de la ville et garder ses portes ouvertes pratiquement 365 jours par année afin de boucler son budget. Pour ne pas perdre plus de clientèle, les 2 polyvalentes de Bécomo ont dû adopter les mêmes stratégies de marketing que l'école privée. Le directeur de la polyvalente des Rives, Serge Bouchard, a invité les parents à visiter l'école pour discuter de qualité d'enseignement et de leurs attentes vis-à-vis l'éducation de leurs enfants. On n'était pas pour laisser passer le train, puis le regarder passer sans dire un mot. Alors, un de ces effets-là, je peux signaler, par exemple, que nous, ici, on avait moins l'habitude de mettre sur la place publique nos bons coups, nos belles réalisations de nos étudiants. Vous savez, discuter de l'école publique ou de l'école privée, présentement au Québec, c'est un peu comme discuter de la religion. C'est une question de croyance avant tout. Et moi, je ne suis pas prêt à acheter la pierre à un ou à l'autre. Mais je sais que nous autres, on a un produit de qualité, on a un service de qualité. Peut-être pas assez vendu, mais je suis convaincu qu'il pouvait répondre
aux aspirations de toute une population. Vous savez, j'ai de la difficulté à m'imaginer que dans un milieu de 40 000 habitants, à peu près comme le nôtre ici, je pense qu'il y aurait eu de la place pour que tout le monde s'assoie ensemble, puis qu'on puisse faire quelque chose de très bien. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre émission pour ce soir. Demain, donc, Madeleine, vous nous conviez à un débat, une discussion d'une demi-heure sur l'école privée vers... Les dégâts atteignent plusieurs millions de dollars et les 600 employés de l'usine se demandent maintenant ce qui va advenir de leur emploi. Pierre Saint-Yves rapporte ce qui s'est passé. Le drame a débuté à 13h15 cet après-midi dans le département de laminage où travaillent une quinzaine d'employés. L'huile contenue dans un système de filtre s'est soudainement répandue sur le plancher jusqu'à une fournaise et a pris feu. J'ai vu deux de mes compagnons de travail qui étaient en train de s'étouffer un petit peu. Ils étaient dans la salle de repos où il n'y avait pas de boucan. Là, tout de suite, là, je me suis approché d'eux autres en leur demandant ce qui se passait. Je regarde à gauche. J'avais entendu un boom aussi, pas longtemps avant. Là. Puis là, quand j'ai vu que la boucane noire, on a réussi à sortir. On est parti. On a suivi les lignes jaunes à terre pour se rendre jusqu'à la sortie. Puis... La direction de l'usine a aussitôt fait évacuer les installations. Il n'y a aucun blessé. Heureusement, on est bien content que personne n'a été blessé, même mineur actuellement. Les flammes se sont propagées rapidement en courant sur la nappe d'huile qui se répandait dans le département. Incapables de maîtriser seuls les flammes, les pompiers de Cap-de-la-Madeleine ont réclamé l'intervention des services d'incendie des villes environnantes, de quelques employés et de 2 hélicoptères chargés de réservoirs. La présence de nombreux produits toxiques et inflammables a fait craindre le pire aux responsables des opérations. Évidemment, il y a des huiles de laminage. Dans le cours de l'opération, on utilise différentes huiles qui servent à l'élimination du métal, là, dans le refroidissement. Et c'est évidemment des huiles inflammables et puis il y a des dangers d'aggravation. Pour l'instant, la direction de Reynolds est incapable de dire quelle est l'ampleur des dégâts et quel impact ils auront sur les autres départements et sur la production. Heureusement, ce coin-là de l'opération ne va pas perturber l'ensemble de nos opérations dans le restant de l'usine. Cependant, dans certaines lignes de produits, on va être sérieusement affecté. Il n'est toutefois pas question de tenir, ou de test plutôt, en clinique, sur des humains avant l'an prochain. Parents et d'amis. Les cendres ont été transportées après l'incinération à Amos en Abitibi, d'où le cinéaste était originaire. En particulier à cause de ça, parce que, disons, ils m'ont lancé, ils m'ont produit avant même que je sois un nom, disons, en dehors du Canada. L'autre ambassadeur du festival, c'est le guitariste d'origine gréco-italienne, Alexandre Lagoya, qui a réinventé la technique de la guitare. Après Andrés Segovia,